Aujourd'hui, dans Le crime et ses raisons, Santa Cruz est une ville paisible de Californie. Ses étés interminables font la joie des surfeurs. La ville abrite également un tueur en série sadique. Plusieurs autostoppeuses disparaissent, sans laisser la moindre trace. Des restes humains sont découverts un peu partout et forment une sorte de puzzle humain. Le tueur est plus rusé que ses victimes, que la presse, que la police, plus rusé que tout le monde. Et ce n'est pas étonnant avec son QI de 145. La haine ressentie par le tueur est si profonde qu'il ne résiste pas à l'envie de tuer les jeunes étudiantes qui l'entourent, jusqu'à ce qu'il finisse par affronter la femme qu'il tient pour responsable de sa folie meurtrière. En 1973, Santa Cruz en Californie est une ville côtière paradisiaque, célèbre pour ses plages, ses vagues et sa culture hippie. Les étudiantes de la ville s'adonnent régulièrement à l'amour libre, à la drogue et à l'autostop. Cindy Shaw, âgée de 18 ans, cherche seulement un moyen de se rendre sur le campus du Cabrillo College afin d'assister à ses cours. Comme ses amis, elle décide de faire de l'autostop dans le quartier hippie près de la plage. C'est une façon amusante et gratuite de rencontrer des personnes de son âge. Une voiture s'arrête. Cindy monte et commence à discuter avec le conducteur. Cependant, l'homme ne prend pas une route directe. Il emprunte des routes secondaires et amène Cindy vers une région boisée isolée. Il arrête la voiture, sort un pistolet de calibre 22 et la tue avec des involtures. Le conducteur met ensuite le corps de Cindy dans le coffre. Il remonte dans le véhicule et s'en va. C'est un tueur méthodique et sans pitié. Le lendemain de la disparition de Cindy, un policier de la California Highway Patrol roule sur la California State Route 1 lorsque quelque chose attire son attention. Il s'arrête sur le bord de la route et découvre 2 bras et 2 mains sectionnés. Quelques jours plus tard, un torse mutilé et sans tête est retrouvé. 3 jours plus tard, le bassin d'une jeune femme s'échoue sur une plage près de Santa Cruz. Les policiers rassemblent tous ces restes humains qui forment une sorte de puzzle humain. Il ne manque que la tête et la main droite. Les médecins légistes déterminent qu'il s'agit de Cindy Shaw, l'étudiante disparue. L'un d'entre eux suggère que Cindy a été découpée puis démembrée à l'aide d'une scie électrique. Ce genre de meurtre brutal n'est pas censé arriver dans cette ville tranquille du bord de mer. La vie est parfaite ici, n'est-ce pas? Faux. Il y a un fou en liberté. Mais qui est-il? Les enquêteurs se souviennent alors qu'ils ont découvert un crâne humain sur la montagne Loma Prieta 5 mois auparavant. Mais il ne correspond pas aux restes humains qui viennent d'être retrouvés. Les policiers ont 2 cadavres sur les bras et aucune piste. La rumeur des meurtres se répand rapidement. Le Cabrillo College et l'université de Santa Cruz conseillent à leurs étudiants de ne pas sortir seuls ou de faire de l'autostop. Les étudiants ne font plus confiance à personne à l'extérieur des campus. Le 5 février 1973, Rosalind Thorpe, âgée de 22 ans, quitte la bibliothèque scientifique de l'université de Santa Cruz afin de prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle attend seule et dans le froid depuis un moment quand une voiture s'arrête à côté d'elle. Le conducteur informe Rosalind qu'elle a raté le dernier bus et lui propose de la raccompagner. Il est jeune et amical. Rosalind aperçoit un autocollant de l'université sur la voiture et pense qu'il est également étudiant. Elle monte donc dans la voiture. À quelques pâtés de maison de là, une autre étudiante fait du stop. Allison Lou, âgée de 23 ans. Une voiture s'arrête à côté d'elle. Allison voit un jeune couple à l'intérieur et remarque l'autocollant de stationnement de l'université. Elle monte avec entrain dans la voiture. Les jeunes femmes se sentent sûrement en sécurité l'une avec l'autre, mais il ne faut pas longtemps pour que le conducteur sorte son 22 mm et le pointe sur elles. Il les tue toutes les 2. Le tueur s'attaque à 2 femmes en même temps. Il devient de plus en plus confiant. Le tueur met les 2 corps dans le coffre et roule sur la California State Route 1 en direction du sud. La voiture s'arrête devant un immeuble quelconque d'Aptos, une petite ville côtière de Californie.
Sans se faire voir des voisins, l'homme transporte les deux corps à l'intérieur. Il commence ensuite un rituel choquant qu'il pratique sur toutes ses victimes. Les policiers ne connaissent pas encore le mobile de cet homme. La mutilation des corps est généralement l'apanage des sadiques sexuels. Cet homme a même des relations sexuelles avec les corps de ses victimes avant de les prendre en photo. L'homme retire ensuite les balles des corps des victimes afin qu'elles ne soient pas identifiées avant de les découper. Le démembrement est souvent le but ultime de ce genre de personnes. Le contrôle total qu'elles ont sur leurs victimes les aide à gérer leur faible estime d'elles-mêmes. Le lendemain matin, le tueur se dirige vers un canyon isolé et se débarrasse des morceaux de corps. Il jette les têtes depuis le haut d'une falaise. Une semaine plus tard, un randonneur découvre une partie des restes de Rosalind et d'Allison. Les habitants de Santa Cruz paniquent. Le procureur du district, Peter Chang, surnomme la ville la capitale mondiale du meurtre. Pendant 2 mois, la situation se fait étrangement calme dans la baie. Aucun reste humain n'échoue sur la plage. Aucune étudiante ne disparaît. Aucune piste n'est trouvée par la police. Les policiers de Santa Cruz ont l'habitude de se retrouver dans un bar nommé The Jury Room. Ils essaient de trouver des pistes sur l'affaire et ils questionnent les habitués. C'est une petite ville, quelqu'un sait forcément quelque chose sur ce qui est arrivé à ces pauvres étudiantes. Le bureau du shérif de Santa Cruz reçoit un étrange appel venant de plus de 1600 km de là. Un homme à Pueblo, dans le Colorado, prétend qu'il a tué des femmes à Santa Cruz, y compris les étudiantes disparues. Les policiers ne le prennent pas au sérieux et lui disent de rappeler plus tard. L'homme rappelle quelques heures plus tard, raconte la même histoire et demande à parler à un policier en particulier. Il connaît ce policier et il s'avère que le policier connaît cet homme. Cette fois-ci, les policiers sont tout ouïs. À suivre, une jeune recrue de la police est envoyée à la recherche du tueur. Il ne se doute pas de la surprise colossale qui l'attend. Ce type est un vrai monstre. C'est un meurtrier et un nécrophile qui a des problèmes avec sa mère. En avril 1973, le bureau du shérif de Santa Cruz fait une avancée inattendue dans sa recherche d'un tueur sadique. Les policiers sont abasourdis. L'homme au téléphone leur dit « Je peux vous montrer où sont enterrés les morceaux de corps ». En quelques minutes, un officier de police du Colorado arrive sur place pour appréhender l'homme dans une cabine téléphonique. Tous les membres des forces de l'ordre rêvent de procéder à cette arrestation qui résoudra un crime majeur. Ce jeune policier pense que c'est ce qui va se passer. Puis il aperçoit l'homme mystère. Il s'agit d'Edmund Kemper, âgé de 24 ans. Ed se lève, puis il tend ses mains en direction du policier. Ed mesure plus de 2 mètres et pèse près de 130 kilos. Son regard est froid et distant. Par chance pour l'officier, Ed se laisse menotter sans opposer la moindre résistance. Ce ne sont pas seulement sa taille et son comportement qui sont choquants. Les policiers se rendent compte qu'ils connaissent personnellement l'homme. Big Ed est un client régulier du bar où se retrouvent les policiers. Ils ont tous déjà bu un verre avec lui et partagé le peu d'informations qu'ils avaient sur le meurtre des étudiantes. Pour les officiers, Ed n'est qu'un petit enquiquineur poli. Il ne se doute absolument pas qu'il est le tueur des étudiantes. Il est grand mais aussi très intelligent. Donc pourquoi se rendre maintenant? Edmund Kemper, 3e du nom, est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Comme pour beaucoup d'autres tueurs en série, son enfance est un cauchemar. Ses parents, Edmund, 2e du nom, et Clarnell Kemper, se disputent constamment. Le père de Ed est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a également participé au test de la bombe atomique. Il affirme cependant que ses années de service ne sont rien à côté de sa vie avec Clarnell. Ses parents se séparent quand Ed est âgé de 9 ans. Il vit alors avec sa mère, autoritaire, alcoolique et violente. Même enfant, Ed est très grand pour son âge. Sa mère et ses sœurs se moquent constamment de lui. Des années plus tard, il se souviendra de 2 occasions où il a frôlé la mort et qui l'ont profondément marqué. Une de ses sœurs le déteste tellement qu'elle le pousse devant un train en marche. Elle ne réussit pas à le tuer, mais dès qu'elle en a l'occasion, elle le pousse au fond d'une piscine où il manque de se noyer.
Ed se replie dans un monde imaginaire. En grandissant, ce monde deviendra violent et sexuel. À l'âge de 10 ans, Ed présente déjà un comportement antisocial et psychopathique. Ed se met en scène dans de fausses exécutions et joue à la chambre à gaz ou à la chaise électrique. Sa mère finit par en avoir assez de son comportement et le met à la porte. Ed part vivre sur la ferme de ses grands-parents. Ils font de leur mieux avec cet adolescent de 15 ans de plus d'1,90 m, mais Ed se sent émasculé par sa grand-mère acariâtre. Le 27 août 1964, Ed et Maud Kemper, sa grand-mère, ont une énième dispute. Ed quitte la cuisine et revient avec son fusil de chasse. Sa grand-mère lui dit d'arrêter de tirer sur les oiseaux avec, alors à la place, il lui tire une balle dans la tête. Quand son grand-père revient, Ed a peur qu'il fasse une crise cardiaque en découvrant le corps de sa femme. Ed le tue donc dans ce qu'il appelle un geste de compassion. Est-il possible qu'Ed imagine ses propres parents quand il tue ses grands-parents? Ces actes pourraient être un moyen de se venger de leur rejet. Ed appelle sa mère et lui demande quoi faire. Elle lui ordonne de contacter la police et de tout avouer. Ed est interné dans l'unité psychiatrique de l'hôpital d'État d'Atascadero. Ed est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque et comme étant psychotique. Il passe un test de QI et obtient un score de 145. Très peu de gens ont un score aussi élevé, ce qui fait d'Ed un génie. Il est peut-être derrière les barreaux, mais il élabore un plan. À l'hôpital, Ed se porte volontaire pour effectuer des tâches supplémentaires afin d'aider le personnel et les médecins. Il gagne très vite leur confiance et se voit offrir davantage de latitude. Il s'en sert pour lire les dossiers des tueurs et même discuter avec eux dans leur chambre. Ed étudie leurs méthodes et comment ils se sont fait prendre. Ed vole les tests donnés aux patients et mémorise les réponses afin de réussir ses propres tests. Les docteurs pensent qu'il est guéri et sain d'esprit. Son plan fonctionne parfaitement. Ed Kemper sort de l'hôpital psychiatrique le jour de ses 21 ans. Il n'a nulle part où aller et retourne donc vivre chez sa mère. Clarnell Kemper a déménagé à Aptos, en Californie, et travaille comme assistante administrative à l'université de Santa Cruz. Vivre à nouveau avec sa mère autoritaire est un choc pour Ed, mais le monde extérieur est encore plus déstabilisant. En 1969, et comme le reste de la côte ouest, Santa Cruz est dominée par la contre-culture de la drogue, de l'amour libre et du rock'n'roll. Ed déteste ça. Il décide de rejoindre la police afin d'éliminer les hippies. Cependant, la police de Santa Cruz ne veut pas de Big Ed, en raison de sa taille démesurée. À la place, il décide de travailler pour le département des transports de Californie. C'est là qu'il découvre toutes les routes de campagne reculées qui traversent les bois. Ed achète une voiture et la modifie afin que la portière du passager avant ne puisse pas s'ouvrir de l'intérieur. Dans le coffre, il met des couvertures, des sacs en plastique, des couteaux, des cordes et des armes. Il colle sur le pare-brise l'autocollant de stationnement de l'université appartenant à sa mère. À suivre, Ed Kemper élabore son plan depuis des années et il est enfin prêt à réaliser ses fantasmes tordus. Santa Cruz, Californie, 7 mai 1972. Edmund Kemper, âgé de 23 ans, donne libre cours à ses fantasmes sexuels sordides qui l'habitent depuis des années. Il s'entraîne et fait monter plus de 150 autostoppeuses dans sa voiture. Il apprend à gagner leur confiance. Il étudie comment leur parler, comment elles réagissent et comment elles pensent. Puis il les laisse partir. Il ne fait que répéter. Cependant, un soir, il pense avoir le plan parfait pour réaliser ses fantasmes sexuels et meurtriers sans jamais se faire prendre. Edmund croise ses deux premières victimes potentielles. Marianne Pesci et Anita Luquesa montent dans sa voiture et lui demandent de les raccompagner chez elle. Ed conduit pendant un moment, puis sort un pistolet. Il se dirige ensuite vers une route isolée dans les bois qu'il a découvert quand il travaillait pour le département des transports. Ed met en pratique les techniques qu'il a apprises auprès des violeurs de l'hôpital. Il menotte Marianne, puis tire Anita hors de la voiture et l'enferme dans le coffre.
Il retourne ensuite dans la voiture, où il poignarde Marianne à mort. C'est impossible d'imaginer ce que ressentait Anita alors qu'elle était enfermée dans le coffre et qu'elle entendait ce qui arrivait à son ami. Ed revient vers le coffre et poignarde Anita. Il met ensuite le corps sans vie de Marianne sur elle. Ce qu'Ed fait des corps par la suite est impensable. Il les décapite, les prend en photo et pratique la nécrophilie. Plus tard, il met les morceaux de corps dans des sacs plastiques et s'en débarrasse sur la montagne Loma Prieta. Le crâne de Marianne est découvert des mois plus tard. Ce sera le premier indice qui indique qu'un tueur en série sévit à Santa Cruz. Le 14 septembre 1972, Ed frappe de nouveau. Il fait monter Aikoku, une adolescente qui a besoin de se rendre à son cours de danse. Ed s'arrête dans une zone boisée et dit très calmement à Aiko qu'elle vient de se faire enlever. Aiko devient hystérique et cherche à sortir de la voiture, mais elle ne peut pas. Ed commence à négocier avec elle et il lui dit qu'il ne va pas la tuer. Aiko se calme un peu. Ed sort alors de la voiture pour récupérer quelque chose dans le coffre, mais il s'enferme accidentellement dehors. Que va-t-il faire? Aiko a une chance de s'enfuir et de sauver sa peau. Ed réussit à la convaincre de lui faire confiance une fois de plus et de lui ouvrir la porte. C'est malheureusement ce qu'elle fait. Dès qu'il est à l'intérieur, Ed s'empare du foulard de la jeune fille et l'étrangle avec. Il démembrera ensuite son corps. En janvier 1973, il tue Cindy Shawl, puis Rosalind Thorpe et Alison Liu. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Ils gardent leur tête comme trophée. Il enterre même la tête de Cindy dans le jardin de la famille, juste en face de la fenêtre de la chambre de sa mère. Il fait ça par pur mépris. Il dira même plus tard que sa mère avait toujours voulu que les gens l'admirent. Très vite, la relation entre Ed et sa mère empire jusqu'au point de rupture. Le 20 avril 1973, Ed entre dans la chambre de sa mère, âgée de 52 ans. Hey Mom, how you doing? Can we talk? Elle le ridiculise pour la dernière fois. You get started talking and you just talk. You talk my ear off. Just go to bed, I'm tired. Clarnell Kemper a bu et n'a pas de temps à accorder à son fils. Good night. Il sort en trombe et attend que sa mère s'endorme. Puis il revient calmement dans la chambre. On ne peut que se demander quelles émotions traversaient son esprit. Les moqueries et les maltraitances de la part de sa mère cruelle et alcoolique, le rejet permanent de ses parents, le meurtre de ses grands-parents, le meurtre de toutes ses filles. Tout cela ne devait être qu'une préparation pour le moment où il pourrait enfin s'en prendre au démon qu'est sa mère. Comme avec les autres filles, Ed coupe la tête de sa mère. C'est l'ultime démonstration de pouvoir sur celle qu'il a opprimée pendant des années. Il pose ensuite la tête de sa mère sur une étagère et lui crie dessus des heures durant tout en lui lançant des fléchettes. Ed rédige une lettre pour la police. Il écrit « C'était rapide comme je le voulais. Ce n'était ni bâclé ni inachevé, messieurs. J'ai seulement manqué de temps. J'ai des choses à faire. » Le matin du dimanche de Pâques, Ed prend la voiture de l'ami de sa mère et quitte la ville. À suivre, le tueur d'étudiantes avoue tout. Le tueur en série Edmund Kemper roule sans s'arrêter et traverse la Californie, le Nevada et l'Utah. Il écoute la radio, s'attendant à ce que les journaux parlent du meurtre dans l'appartement de sa mère. Mais il n'en est rien. Quand il arrive à Pueblo, dans le Colorado, il arrête sa voiture. Frustré que ces meurtres n'aient pas fait la une des journaux, Ed trouve une cabine téléphonique et appelle le bureau du shérif pour tout avouer. Il propose même aux policiers de leur montrer où il a enterré le corps des filles qu'il a tuées. Ed Kemper est inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a avoué ses crimes avec des détails très explicites. Son avocat n'a d'autre option que de plaider non coupable pour cause d'aliénation. Les psychiatres nommés par le tribunal trouvent Ed captivant et disent qu'il apprécie la perspective de devenir célèbre. Il prétend même qu'il aurait cuit des lambeaux de chair d'une jambe d'une de ses victimes et qu'il les aurait mangés.
Cela démontre une nouvelle fois le pouvoir qu'Ed exerce sur ses victimes. Un pouvoir qu'il n'a jamais eu ou qu'il n'a jamais utilisé dans ses interactions quotidiennes à cause des maltraitances de sa mère. Cela montre également qu'il voulait posséder ses victimes ou qu'elles fassent partie de lui. Malgré ses aveux obscènes de décapitation, de nécrophilie et de cannibalisme, le tribunal juge Ed légalement sain d'esprit. Le 1er novembre 1973, Ed Kemper témoigne à la barre. Il avoue avoir tué les étudiantes autostoppeuses car il voulait posséder ses filles. Ed décrit comment il ressent du plaisir sexuel quand il décapite quelqu'un. Pour lui, tuer est comme une drogue, et il en avait de plus en plus besoin. Il avoue également qu'il a l'impression qu'une deuxième personne vit en lui, et qu'elle prend le dessus quand il tue. C'est arrivé pour la première fois quand il a tiré sur sa grand-mère, alors qu'il était adolescent. Le 8 novembre 1973, le jury composé de 6 hommes et de 6 femmes déclare Ed Kemper coupable de 8 meurtres au premier degré. Pour chacun d'entre eux, Ed est condamné à la prison à perpétuité, avec la possibilité d'être libéré sur parole après 7 ans. Il est emprisonné au California Medical Facility, une prison d'État située à Vacaville.